En 2023, j'ai sorti sur ma page Patreon un épisode exclusif sur Schopenhauer et les femmes. À l'approche du 1 million d'abonnés sur la chaîne, j'ai souhaité vous offrir cet épisode que vous avez été très nombreux à me réclamer. D'autres épisodes restent accessibles uniquement sur Patreon. Un épisode sur René Guénon et le problème de l'Occident, un épisode intitulé « L'artiste fait-il ce qu'il veut ?», mon épisode sur le pouvoir de l'habitude, sur le but de la vie, ainsi que sur mes voyages en Grèce et en Égypte. Sur Patreon, j'organise également un live 1 fois par mois, des ateliers et des apérophilos, au cours desquels nous pouvons échanger et discuter en direct. C'est en grande partie grâce à votre soutien sur Patreon que je peux continuer à produire mes épisodes de façon libre et indépendante. N'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire à la formule gratuite pour essayer, vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité, et sur ce, place à votre épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Schopenhauer et des femmes. Alors on va être clair d'entrée de jeu, si vous ne supportez pas les propos misogynes, je vous invite à arrêter dès maintenant la lecture de cet épisode, parce qu'il va y en avoir. Schopenhauer était connu pour sa misogynie, ce n'est pas un secret, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'avant d'être un misogyne, Schopenhauer était surtout un misanthrope. Ce ne sont pas seulement les femmes qui subissent ses foudres, c'est l'humanité en général. Donc sa misogynie n'est finalement qu'une déclinaison de sa misanthropie. Rappelons que Schopenhauer disait que les chiens avaient plus de dignité que les êtres humains, et que lorsque son chien Atma faisait une bêtise, il le réprimandait en lui disant « Tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme ». Ça donne le ton. Pour autant, est-ce que ça signifie que Schopenhauer n'était pas vraiment misogyne ? Non. Il était vraiment misogyne. Dire le contraire serait malhonnête. Il considérait que les femmes étaient inférieures aux hommes, qu'elles étaient globalement dépourvues d'intelligence, et que leur place était à la cuisine. Mais si on s'arrête à ça, si on se contente uniquement de dire que Schopenhauer était un gros misogyne, et que de ce fait, sa pensée n'a aucune valeur, alors il faut mettre à la poubelle tous les penseurs misogynes de l'histoire, ou tous les penseurs xénophobes, ou réactionnaires, c'est-à-dire à peu près tous les auteurs jusqu'au XXe siècle. Aristote était favorable à l'esclavage, Voltaire a écrit des textes antisémites et négrophobes, et Victor Hugo était pour la colonisation. Ça n'excuse pas, ça remet en perspective. Maintenant, la question n'est pas tant de savoir à quel point Schopenhauer était misogyne. La question est de savoir qu'est-ce que sa vision des femmes traduit de sa vision philosophique du monde. En quoi son jugement sur les femmes nous éclaire sur sa conception de l'être humain, de la nature et de la vie. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, que nous dit Schopenhauer à propos des femmes ? La réponse se trouve dans un petit texte que Schopenhauer a publié en 1851 et qui s'intitule « Essai sur les femmes ». Et dans ce texte, Schopenhauer nous explique que les femmes sont les grandes perdantes de la création. Pourquoi ? Parce que leur condition est marquée par la dépendance, par la faiblesse et par la passivité. Voici ce qu'il écrit au début de son essai, je cite, « Le seul aspect de la femme révèle qu'elle n'est destinée ni aux grands travaux de l'intelligence, ni aux grands travaux matériels. Elle doit obéir à l'homme, être une compagne patiente qui le rassérène. Elle n'est faite ni pour les grands efforts, ni pour les peines ou les plaisirs excessifs. Sa vie peut s'écouler plus silencieuse, plus insignifiante et plus douce que celle de l'homme, sans qu'elle soit, par nature, ni meilleure, ni pire. » Donc là, évidemment, ça part sur les chapeaux de roue. Et si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on constate ? On constate ce qu'on appelle une vision finaliste de la nature. Une vision finaliste, c'est-à-dire que la nature ne nous a pas fait au hasard. Elle nous a conçus dans un certain but. Et elle a divisé l'humanité en 2 sexes, hommes et femmes, en leur donnant à chacun
des attributs différents. On le verra en détail tout à l'heure, mais on peut déjà dévoiler ce qu'est, d'après Schopenhauer, le but de la nature. Le but de la nature, c'est la perpétuation. La perpétuation de quoi? La perpétuation de la vie. La vie cherche à se perpétuer, et l'homme et la femme constituent deux pôles, opposés mais complémentaires, de ce processus de perpétuation. Et donc, pour que la vie se perpétue, et surtout pour qu'elle se perpétue dans des conditions optimales, il faut que chacun joue sa partition. Il faut que chacun joue son rôle. Le rôle attribué à son sexe. L'homme sera le pôle actif et la femme sera le pôle passif. Donc le positif et le négatif. Le yin et le yang. Alors, j'ai oublié de préciser que Schopenhauer est ce qu'on appelle un philosophe naturaliste. Naturaliste, ça veut dire qu'il étudie les êtres humains comme des êtres de la nature, au même titre que les animaux. Donc, quand il dit que l'homme est le pôle actif et la femme le pôle passif, pour lui, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est juste un constat. C'est comme parler de prise mâle et de prise femelle. C'est technique. Et si on proteste en disant que les relations hommes-femmes, c'est quand même autre chose qu'une insertion de prise électrique, Schopenhauer répondra « Non, c'est pas autre chose ». Alors oui, c'est autre chose dans l'approche, dans le ressenti. Mais dans le résultat, c'est la même chose. La prise mâle et la prise femelle sont bien opposées et complémentaires. La prise femelle est fixe et passive. La prise mâle est mobile et active. Et la lumière fut. Blague à part, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit quand on lit Schopenhauer. Une vision hyper pragmatique de la nature humaine. C'est de là que vient cette impression d'insensibilité à l'égard de l'être humain. Parce que pour lui, l'être humain n'est pas un être à part dans la nature. C'est un animal. Un animal certes doté d'une conscience, mais cette conscience n'en fait pas pour autant un animal capable de s'extraire des lois de l'animalité. Or, la loi principale de l'animalité, c'est la perpétuation. La perpétuation de la vie à travers la reproduction. Quand Schopenhauer renvoie la femme à ses travaux domestiques, il la renvoie à ce qu'il considère comme une nécessité pratique dans le processus de perpétuation de la vie. Quand il renvoie l'homme à l'action, il le renvoie à une autre nécessité pratique dans le processus de perpétuation de la vie. Et là, on peut faire le lien avec ce que disait Simone de Beauvoir. Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir explique qu'aux origines de l'humanité, et donc aux origines de la division sexuelle, il y a une asymétrie entre les hommes et les femmes. La femme, de par sa fonction reproductive, est rivée à l'animalité, à ce qu'elle appelle l'immanence. Pourquoi? Parce qu'elle porte les enfants. Parce que, chaque mois, la nature lui rappelle, à travers les menstruations, sa fonction maternelle. Alors que l'homme, lui, n'est pas assujetti à cette contrainte biologique. Il est libre. Ou en tout cas, il est plus libre, biologiquement parlant, que la femme. Il incarne ce que Simone de Beauvoir appelle la transcendance. La transcendance, c'est-à-dire l'extériorité, la sphère publique, et la mobilité, l'action, donc la conquête, la chasse, l'entreprise. Tandis que la femme incarne l'immanence, c'est-à-dire l'intériorité, la sphère privée, donc le foyer, et la fixité. Raison pour laquelle, pendant des millénaires, on a considéré que la femme devait rester au foyer, s'occuper des tâches domestiques, tandis que l'homme devait aller chercher la nourriture à l'extérieur du foyer. Quand l'homme crée, la femme procrée.
Quand l'homme produit, la femme reproduit. La ligne et le cercle, l'équerre et le compas. Donc pour Simone de Beauvoir, il y a inscrite dans la nature biologique de l'homme et dans la nature biologique de la femme une inégalité structurelle, une inégalité naturelle qui se prolonge dans le culturel, dans les rôles sociaux, dans les stéréotypes de genre, dans l'éducation. Or, tout l'enjeu, pour Simone de Beauvoir, c'est justement de dire que cette inégalité biologique n'a pas vocation à se prolonger dans la sphère culturelle. Que si l'être humain se définit par la liberté, donc par le choix d'accepter ses déterminations ou de s'en affranchir, cela signifie que les femmes ont la possibilité de ne pas accepter le rôle assigné par la nature à leur sexe. La différence entre Simone de Beauvoir et Schopenhauer, elle est très nette. Vous l'apercevez, je pense. C'est que pour Schopenhauer, il n'y a pas à combattre le déterminisme de la nature. Il y a à le comprendre et à s'y soumettre. Il n'y a pas à intervertir les rôles, il n'y a pas à faire rentrer des ronds dans des carrés, il y a à assumer notre animalité, et donc à assumer ce qui, pour la femme, peut passer pour une injustice, mais qui, à l'échelle de la vie, n'est rien d'autre qu'une division du travail reproductif. Alors, on va pas se mentir, pour Schopenhauer, il est quand même plus valorisant d'être le pôle actif, c'est-à-dire d'être un homme. Mais, à l'échelle de la nature, il n'y a pas de valorisation d'un sexe par rapport à l'autre. De même qu'on trouverait absurde de juger valorisant d'être une prise mâle plutôt qu'une prise femelle. Parce que les deux sont interdépendantes. Parce que s'il manque l'une des deux, le courant ne passe pas. C'est ça, la complémentarité. Une asymétrie. Une asymétrie féconde. Dans la plupart des danses de couple, l'homme guide et la femme suit. C'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux, déjà parce que si les deux danseurs guident ou si les deux danseurs suivent, il n'y a pas de danse. Vous pouvez essayer, vous allez vite voir, ça marche pas. Et puis c'est pas scandaleux parce que la complémentarité n'est pas scandaleuse. Or, pour qu'il y ait complémentarité, il faut qu'il y ait asymétrie. La prise mâle et la prise femelle ne sont complémentaires que précisément parce qu'elles sont asymétriques. Que parce que l'une est concave et l'autre convexe. Concave et convexe ne sont pas des qualités en soi. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut qu'il y ait les deux. Le pôle actif et le pôle passif. Dans l'acte sexuel, il y a bien un pôle actif incarné par l'homme et un pôle passif incarné par la femme. Le membre masculin est extérieur et pénètre, le membre féminin est intérieur et reçoit. D'ailleurs, d'un point de vue naturaliste, la danse c'est une métaphore culturelle de la parade nuptiale. Les hommes bombent le torse, les femmes se déhanchent. C'est un jeu de séduction. Est-ce que ça c'est scandaleux? Pas plus que le pan qui fait la roue. Chacun déploie ses attributs. Donc pour en revenir à Schopenhauer, l'idée c'est de dire qu'il existe une nature féminine, comme il existe une nature masculine, et que la nature féminine constitue l'envers complémentaire de la nature masculine. Et cette complémentarité est la condition de la perpétuation de la vie à travers la reproduction. Et là, on va faire un petit détour par le mythe d'Adam et Ève, parce qu'il illustre parfaitement les conséquences de cette dualité sexuelle. Dans la Genèse, l'Éternel punit Adam et Ève parce qu'ils ont goûté le fruit défendu. De là va être infligée une double punition. Une punition infligée à l'homme et une punition
infligé à la femme. Adam, nous dit la Genèse, gagnera son pain à la sueur de son front. Ève, quant à elle, enfantera dans la douleur. On a donc bien ici une polarisation des rôles, chaque rôle étant associé à une souffrance. La souffrance du travail pour l'homme et la souffrance de l'accouchement pour la femme. Le point commun entre ces deux souffrances, c'est qu'elles sont toutes les deux nécessaires à la vie. L'individu ne peut pas survivre sans se nourrir, donc sans travailler, et l'espèce ne peut pas survivre sans la reproduction, le travail de l'accouchement. Donc, symboliquement, l'homme travaille pour l'individu et la femme travaille pour l'espèce. Eh bien, c'est exactement ça que nous dit Schopenhauer dans son essai sur les femmes. Il nous dit que la femme ayant été choisie par la nature pour porter la vie, pour assurer le renouvellement générationnel, elle porte dans sa chair le souci de l'espèce. Elle est plus préoccupée, plus attentive aux intérêts de l'espèce qu'aux intérêts de l'individu. Alors que l'homme, n'étant pas assigné par la nature à la fonction reproductive, il a la possibilité de se désintéresser du sort de l'espèce. Pourquoi les hommes sont-ils plus lâches face aux responsabilités ? Parce qu'ils peuvent les fuir. Jusqu'à l'invention de la contraception, c'est-à-dire deuxième moitié du XXe siècle, une femme qui tombait enceinte était une femme contrainte de devenir mère. Elle ne pouvait pas s'extraire de cette contrainte. D'où la conscience de l'espèce. La conscience par la contrainte du corps. Et donc, j'en termine avec Adam et Ève. Adam gagnera son pain à la sueur de son front. Il devra utiliser sa force pour survivre et pour nourrir sa famille. Et Ève enfantera dans la douleur. Elle souffrira au nom de l'intérêt de l'espèce, puisque sans enfantement, pas de renouvellement générationnel, donc disparition de l'espèce. Et on sait que la douleur de l'accouchement est une douleur incomparablement supérieure à celle que la plupart des hommes auront l'occasion d'éprouver au cours de leur vie. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'étymologiquement, le verbe souffrir est un synonyme du verbe subir. Souffrir, c'est supporter, c'est endurer. Comme quand on dit à quelqu'un « souffrez que je vous réponde », supportez que je vous réponde. Donc quand Schopenhauer dit que la nature féminine est marquée par la souffrance, il dit que la condition des femmes est marquée à la fois par la douleur et par la passivité. Seulement voilà, il y a un problème. Ce problème, c'est que, pour Schopenhauer, la vie ne mérite pas qu'on souffre pour elle. Schopenhauer considère en effet que la vie est absurde, et donc pour lui, vivre, c'est jouer le jeu de cette absurdité. Vivre, nous dit-il, c'est être condamné à la souffrance et à l'ennui. Il y a une phrase de Schopenhauer qui résume tout, qui dit « Le véritable bonheur consiste à ne pas être né ». Donc, rendez-vous compte, voilà un philosophe qui considère que la vie est absurde, que la vie n'est rien d'autre que souffrance et ennui, et qui se retrouve à donner son avis sur les femmes, c'est-à-dire sur celles qui sont à l'avant-poste de la perpétuation de la vie. Parce qu'il le dit très bien. Il dit, je cite, « C'est sur les femmes que repose le salut de l'espèce. » Or cette phrase pourrait être considérée comme philogine si elle n'était pas écrite par quelqu'un qui déteste la vie. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Comprendre que la misogynie de Schopenhauer est d'abord une réaction de quelqu'un qui rejette la vie. Et qui, parce qu'il rejette la vie, rejette tout ce qui participe à la perpétuation de la vie. À la perpétuation de quelque chose d'aussi injuste et douloureux que la vie. Pour Schopenhauer, les femmes sont les complices d'une vie de souffrance, donc les complices de la souffrance elle-même.
Dans un texte qui s'intitule « Métaphysique de l'amour », Schopenhauer explique que l'amour est un sentiment qui a pour origine le désir inconscient de perpétuer l'espèce. L'amour ne serait pas un sentiment noble, un sentiment épuré, indépendant de notre vie corporelle. L'amour serait au contraire une émanation physique de la vie, le besoin de la vie de se perpétuer à travers nous. On sait que les êtres vivants possèdent un instinct de conservation, une sorte de force qui fait qu'on cherche à se maintenir dans la vie, coûte que coûte, sans savoir pourquoi. Eh bien l'amour, c'est le prolongement de cet instinct sous la forme d'un sentiment. Et c'est pour ça que, pour Schopenhauer, il y a un lien direct entre amour et désir sexuel, parce que l'acte sexuel est la concrétisation de cet instinct, dont l'amour n'est que la version sentimentale. En clair, l'amour est une fiction inventée par l'être humain pour dissimuler son instinct de reproduction. Alors oui, c'est pas très romantique. Mais là encore, on parle de Schopenhauer, donc d'un pragmatique, de quelqu'un pour qui tous les phénomènes humains peuvent se ramener au désir de propager la vie, par tous les moyens, y compris des moyens qui, en apparence, n'ont aucun lien avec la reproduction. Donc la nature a mis dans l'être humain l'amour et le désir sexuel pour pousser les êtres humains à se reproduire, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de l'espèce. Et nous, parce qu'on ne se pose pas toutes ces questions, on obéit à cet instinct, parce qu'on obéit à la vie. Si vous tombez amoureux, ou si vous avez du désir sexuel pour quelqu'un, vous n'allez pas vous dire « je travaille pour l'intérêt de l'espèce ». Vous allez vous dire « j'aime cette personne ». Je désire cette personne. Dans les deux cas, la finalité, c'est l'union. L'union charnelle. L'union qui génère la vie. De là, Schopenhauer établit une différence entre les hommes et les femmes du point de vue du comportement sexuel. Les hommes recherchent la quantité, propager leur gène autant que possible. Les femmes recherchent la qualité, propager leur gène avec quelqu'un qui sécurisera la vie. Sécuriser la vie, que ce soit physiquement, par la force, ou matériellement, par l'argent, l'intelligence ou le pouvoir. Dans tous les cas, il s'agit d'optimiser la survie de la progéniture. Donc là où l'homme dépensera ses gènes sans compter, la femme filtrera. Elle filtrera les hommes pour sélectionner celui qui optimisera ses chances de se reproduire dans les meilleures conditions. Pourquoi la plupart des femmes recherchent-elles un homme responsable? Un homme qui assumera ses responsabilités envers elles et envers leur enfant. Pourquoi la plupart des femmes recherchent-elles un homme avec qui elles se sentiront en sécurité? Parce que l'intérêt de l'espèce en dépend. Les hommes, eux, n'ont pas les mêmes critères. Ils ne recherchent pas chez une femme qu'elle les sécurise. Ils recherchent la beauté, la jeunesse, des formes là où il en faut. C'est-à-dire des signes extérieurs de santé et de fécondité. Même s'il faut bien admettre que, sexuellement parlant, les hommes ne sont pas toujours très regardants. Mais c'est normal puisque leur but, c'est la propagation. Faute de grives, on mange des merles. D'ailleurs, sur le plan strictement biologique, l'homme peut se reproduire indéfiniment. Il n'est pour ainsi dire pas limité dans la propagation de ses gènes. Parce qu'il n'ovule pas une fois par mois. Parce que la grossesse n'immobilise pas son utérus pendant 9 mois. Sa fécondité n'est pas ponctuelle. Elle est permanente. Au cours de sa vie, une femme produira en moyenne 400 ovules, 400 fenêtres de tir, tandis que l'homme produira environ 100 millions de spermatozoïdes par éjaculation. Vous voyez la différence? Quand on parle de sélection pour la femme et de propagation pour l'homme,
Là, c'est concret. C'est pas de la métaphysique. C'est du réel. C'est du mesurable. Donc pour Schopenhauer, nos comportements, et en particulier nos comportements sexuels, doivent être interprétés par rapport à ce critère ultime qu'est la perpétuation de la vie. Et ça, bien entendu, à notre époque, ça a du mal à passer. Parce que la contraception s'est généralisée, parce que la reproduction n'est plus considérée comme un automatisme, parce que l'augmentation de l'espérance de vie provoque mécaniquement une baisse du taux de natalité, et parce que quand on vit dans des conditions matérielles différentes, notre mentalité se calque sur ces conditions nouvelles. Pour la plupart des gens qui vivent en Occident, faire 12 enfants, ça n'a aucun sens. Parce que ce n'est plus nécessaire. L'intérêt de l'espèce ne l'exige plus. Aujourd'hui, pour optimiser la vie, il y a la science. Il y a les technologies médicales. On sait greffer des organes, on sait implanter des cellules souches, et les limites de la mort reculent au point que certains croient même dans la possibilité d'un être humain amortel. Un être humain pour qui la mort ne pourrait survenir qu'en cas d'accident. Et à mesure que nos sociétés ont amélioré les techniques médicales, à mesure que nous avons maîtrisé notre biologie, nous avons déporté nos préoccupations de l'espèce à l'individu. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est l'intérêt de l'individu. C'est l'épanouissement de l'individu. Donc l'idée, c'est que nos conditions de vie modifient notre mentalité et la modification de notre mentalité modifie notre rapport à la vie. Mais ce que nous dit Schopenhauer, c'est que l'évolution de nos mentalités ne modifie pas nos schémas biologiques. Nous restons des animaux, même avec notre confort moderne, même avec nos aspirations à l'épanouissement individuel. Nous restons des animaux, même si on a l'impression que c'est dégradant, que ça nous diminue. Nous sommes des animaux capables de nous persuader que nous n'en sommes pas. En 2019, une expérience scientifique a été menée sur des perruches. Le principe de l'expérience est très simple. On met une perruche femelle dans une cage avec une perruche mâle qui arbore un magnifique plumage. Au bout d'un moment, on fait entrer une autre perruche mâle avec un plumage beaucoup moins attrayant. La perruche femelle reste avec la première perruche mâle. Là, on apporte une boîte. Une boîte contenant des graines. La deuxième perruche mâle, celle qui n'a pas un beau plumage, a été dressée pour apprendre à ouvrir cette boîte. Pas la première. Quand la perruche femelle voit que la deuxième perruche mâle sait ouvrir la boîte et que la première n'y arrive pas, elle part avec la deuxième. C'est salaud, hein? Ben non, c'est pas salaud. C'est la vie. C'est la vie parce que les graines sont plus importantes que le plumage. Elles sont plus importantes pour la vie. Donc il est de l'intérêt de l'espèce que la perruche femelle s'accouple avec la perruche mâle qui lui propose les meilleures garanties de survie. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça injuste? On trouve ça injuste parce qu'on plaque sur un comportement animal une mentalité humaine. Parce qu'on plaque sur un phénomène naturel un phénomène culturel, un phénomène moral. Mais quel sens ça a de dire que la perruche femelle a un comportement immoral? Elle n'a rien demandé au départ. Si un mâle la sollicite, qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce qu'elle lui applique des critères de sélection? C'est le jeu. Personne n'irait dire que cette perruche est vénale, qu'elle est matérialiste. Non. Elle obéit à son instinct. Son instinct qui lui dicte de se soucier des intérêts de l'espèce. C'est tout. C'est pas personnel. C'est la volonté de la nature. Et c'est ça qui est amusant avec Schopenhauer, à savoir qu'il reproche aux femmes des comportements qu'il décrit par ailleurs comme étant des comportements dictés par la nature.
Donc c'est à la nature que Schopenhauer devrait adresser ses critiques. Par exemple, à un moment donné dans son livre, il dit que les femmes s'imaginent que les hommes sont là pour gagner de l'argent et elles pour le dépenser. Mais si Schopenhauer suit sa propre logique, il devrait trouver ça parfaitement normal. Puisqu'il l'a dit lui-même, la femme cherche à sécuriser l'espèce. Elle cherche à sécuriser sa progéniture en tant que condition de perpétuation de l'espèce. Donc il n'y a rien de scandaleux. C'est la phrase qui dit « Je ne sais pas si les femmes sont vénales, mais si elles ne le sont pas, elles ont tort. » Ben oui, on n'est plus dans la morale. On n'est plus dans l'hypocrisie sociale. On est dans le réalisme. Le réalisme animal. Alors, quand on dit que l'être humain est un animal, qu'on soit bien clair, il y a une différence entre l'être humain et l'animal. La différence, c'est que l'être humain est un animal culturel. C'est un animal qui recouvre sa nature par la culture. Les êtres humains ne font pas la roue comme les paons, mais ils font la cour. Ils sourient, ils charment, ils font de l'humour, ils invitent au restaurant. Ça s'appelle la séduction. Et séduire, c'est détourner. Il y a chez l'être humain des stratégies de séduction qui ne sont en réalité que des stratégies de reproduction. Stratégie au sens où la reproduction n'est jamais explicitement présentée comme le but à atteindre. Elle n'est même pas souhaitée. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que cette personne vous plaît, vous n'allez pas lui dire que vous voulez faire des enfants avec elle. Parce que vous savez que vous allez passer pour quelqu'un qui a un petit problème. Et parce qu'à ce moment-là, faire des enfants, c'est pas du tout votre volonté. Ce n'est pas votre volonté consciente. Votre volonté consciente, ce sera d'apprendre à se connaître. Puis, de passer du temps ensemble. Puis, de vous embrasser. Et ainsi de suite. Il y a des étapes. Et ces étapes, ce sont les étapes culturelles qui séparent l'instinct sexuel de sa concrétisation. On ne se saute pas dessus. On se rapproche. On s'apprivoise. On se familiarise. Et à la fin, on se saute dessus. Toutes ces étapes, Schopenhauer y voit l'expression de l'hypocrisie humaine, l'expression du mensonge et de la dissimulation. Séduire, c'est mentir, c'est faire semblant, c'est jouer un rôle. On essaye de se montrer sous son meilleur profil. On surveille ses gestes, ses paroles. On n'est pas naturel quand on séduit. On n'est pas naturel parce qu'on est culturel. Et les comportements culturels sont un chemin détourné vers l'expression de notre instinct. Nietzsche disait que la morale était une invention des faibles pour se protéger des forts, et que c'est par un processus d'habitude et d'intériorisation qu'on a fini par considérer ces valeurs morales comme des absolus, comme des entités flottantes au-dessus de nos têtes, détachées de nos corps, sans lien avec nos intérêts matériels. Nous avons oublié que nos valeurs morales étaient des inventions, parce que si on en avait conscience, on se rendrait compte que ces valeurs sont arbitraires, donc sans valeur. Freud dira de Nietzsche qu'il a été le premier psychologue des profondeurs. La psychologie des profondeurs, c'est comprendre comment l'instinct se manifeste sous un costume moral, comment la nature avance sous le déguisement de la culture. Et c'est ce que fait Schopenhauer. Par exemple, Schopenhauer explique que quand une femme commet l'adultère, elle est davantage jugée par les autres femmes que par les hommes. Alors ça mérite qu'on s'y arrête. Schopenhauer explique que le mariage monogamique auquel il est d'ailleurs opposé, mais ce n'est pas le sujet, que le mariage monogamique est en réalité avantageux pour les femmes plus que pour les hommes. Parce que la monogamie empêche que l'homme puisse partir avec une autre femme sans avoir de compte à rendre, ce qui serait la tendance naturelle de l'homme. Autrement dit,
La femme a un intérêt, du point de vue de l'optimisation de la vie, à ce que l'homme reste avec elle. Bon, on est d'accord que dans les faits, ça n'empêche pas l'homme de partir avec une plus jeune. Mais au moins, le divorce sera à ses torts. Il devra en assumer les conséquences matérielles. C'est ce qui fait dire à Schopenhauer que le mariage monogamique constitue une capitulation consentie des hommes. Les hommes consentent au mariage, ils consentent au sacrifice de leur inconstance naturelle en échange de la fidélité de leur épouse. Partant de là, si une femme commet l'adultère, elle fragilise le système de la capitulation consentie, puisque sa faute risquerait de dissuader les autres hommes de s'engager. Donc la femme qui commet l'adultère, c'est à toutes les autres femmes qu'elle cause du tort, puisque c'est sur toutes les autres femmes que va alors rejaillir la suspicion. Une femme qui commet l'adultère, nous dit Schopenhauer, ce n'est même pas de la dépravation, c'est de l'inconscience. De l'inconscience vis-à-vis d'un système qui garantit la sécurisation de la progéniture. De l'inconscience vis-à-vis du devenir de l'espèce. Pour Schopenhauer, la femme incarne et assume le devenir de l'espèce. Je cite. Chez les jeunes filles, la nature semble avoir voulu faire ce qu'en style dramatique on appelle un coup de théâtre. Elle les pare pour quelques années d'une beauté, d'une grâce, d'une perfection extraordinaire aux dépens de tout le reste de leur vie, afin que pendant ces rapides années d'éclat, elles puissent s'emparer fortement de l'imagination d'un homme et l'entraîner à se charger loyalement d'elle d'une manière quelconque. Pour réussir dans cette entreprise, la pure réflexion et la raison ne donnaient pas de garantie suffisante. Aussi la nature a-t-elle armé la femme, comme toute autre créature, des armes et des instruments nécessaires pour assurer son existence, et seulement pendant le temps indispensable, car la nature en cela agit avec son économie habituelle. De même que la fourmi femelle, après son union avec le mâle, perd les ailes qui lui deviendraient inutiles et même dangereuses pour la période d'incubation, de même aussi la plupart du temps, après 2 ou 3 couches, la femme perd sa beauté, sans doute pour la même raison. De là vient que les jeunes filles regardent généralement les occupations du ménage ou les devoirs de leur état comme des choses accessoires et de pures bagatelles, tandis qu'elles reconnaissent leur véritable vocation dans l'amour, les conquêtes et tout ce qui en dépend, la toilette, la danse, etc. Dans les circonstances difficiles, il ne faut pas dédaigner de faire appel, comme autrefois les Germains, au conseil des femmes, car elles ont une manière de concevoir les choses toute différente de la nôtre. Elles vont au but par le chemin le plus court, parce que leur regard s'attache, en général, à ce qu'elles ont sous la main. Pour nous, au contraire, notre regard dépasse sans s'y arrêter les choses qui nous crèvent les yeux, et cherche bien au-delà. Nous avons besoin d'être ramenés à une manière de voir plus simple et plus rapide. Ajoutez à cela que les femmes ont décidément un esprit plus posé, et ne voient dans les choses que ce qu'il y a réellement, tandis que, sous le coup de nos passions excitées, nous grossissons les objets et nous nous peignons des chimères. Les mêmes aptitudes natives expliquent la pitié, l'humanité, la sympathie que les femmes témoignent aux malheureux, tandis qu'elles sont inférieures aux hommes en tout ce qui touche à l'équité, à la droiture et à la scrupuleuse probité. À cause de la faiblesse de leur raison, tout ce qui est présent, visible et immédiat exerce sur elles un empire contre lequel ne sauraient prévaloir ni les abstractions, ni les maximes établies, ni les résolutions énergiques, ni aucune considération du passé ou de l'avenir, de ce qui est éloigné ou absent. Elles ont de la vertu les qualités premières et principales, mais les secondaires et les accessoires leur font défaut. Aussi l'injustice est-elle le défaut capital des natures féminines. Cela vient du peu de bon sens et de réflexion que nous avons signalé, et ce qui aggrave encore ce défaut, c'est que la nature, en leur refusant la force, leur a donné, pour protéger leur faiblesse, la ruse en partage. De là leur fourberie instinctive et leur invincible penchant au mensonge. Le lion a ses dents et ses griffes, l'éléphant, le sanglier ont leur défense, le taureau a ses cornes, la seiche a son ancre, qui lui sert à brouiller l'eau autour d'elle. La nature n'a donné à la femme pour se défendre et se protéger que la dissimulation. Cette faculté supplée à la force que l'homme puise dans la vigueur de ses membres et dans sa raison. Les hommes jeunes, beaux, robustes, sont destinés par la nature à propager l'espèce humaine.
afin que celle-ci ne dégénère pas. Telle est la ferme volonté que la nature exprime par les passions des femmes. C'est assurément de toutes les lois la plus ancienne et la plus puissante. Malheur donc aux intérêts et aux droits qui lui font obstacle. Ils seront, le moment venu, quoi qu'il arrive, impitoyablement écrasés. Car la morale secrète, inavouée et même inconsciente, mais innée des femmes, est celle-ci. Nous sommes fondés en droit à tromper ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent, en pourvoyant économiquement à notre subsistance, confisquer à leur profit les droits de l'espèce. C'est à nous qu'ont été confiés, c'est sur nous que repose la constitution et le salut de l'espèce, la création de la génération future. C'est à nous d'y travailler en toute conscience. Mais les femmes ne s'intéressent nullement à ce principe supérieur in abstracto. Elles le comprennent seulement in concreto. Et non, quand l'occasion s'en présente, d'autres manières de l'exprimer que leur manière d'agir. Et sur ce sujet, leur conscience les laisse bien plus en repos qu'on ne pourrait le croire. Car dans le fond le plus obscur de leur cœur, elles sentent vaguement qu'en trahissant leur devoir envers l'individu, elles le remplissent d'autant mieux envers l'espèce, qui a des droits infiniment supérieurs. J'ai beaucoup insisté sur le fait que Schopenhauer abordait la question des femmes sous un angle naturaliste, sous l'angle de la perpétuation et de l'optimisation de la vie. Mais la réalité, c'est que le naturalisme de Schopenhauer est à deux vitesses. Certes, Schopenhauer trouve bien quelques défauts aux hommes, leur incapacité à vivre dans le moment présent, leur incapacité à voir les choses qui sont sous leurs yeux, mais ça reste indulgent. Quand les hommes déclenchent des guerres pour assouvir leur passion des femmes, quand des milliers d'innocents périssent pour le seul intérêt de la démonstration de force, Schopenhauer ne trouve rien à redire. C'est juste dans la nature de l'homme. Alors que quand les femmes se soucient de leur intérêt, ou de leur apparence, ou qu'elles ne se donnent qu'au mieux pourvu, ça devient un signe d'infériorité. Mais si les femmes sont si inférieures que ça aux hommes, que faut-il penser des hommes quand ils dépensent toute leur énergie pour s'attirer leur faveur? Si les hommes sont si supérieurs que ça aux femmes, comment se fait-il qu'ils se soient retrouvés vis-à-vis des femmes dans une situation de dépendance, de sollicitation, de réclamation? Peut-on être à la fois supérieur aux femmes et avoir besoin des femmes? Peut-on être à la fois plus fort et plus intelligent que les femmes et moins adapté qu'elles à la vie? Je ne suis pas de ceux qui diront que la misogynie de Schopenhauer disqualifie toute sa pensée. Mais s'il est vrai que la nature ne fait rien en vain, acceptons que la nature nous ait fait différents, que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et qu'entre Mars et Vénus, il existe une Terre sur laquelle nous pouvons nous retrouver. Je vous remercie.